Bonjour, donc je me présente, je m'appelle donc Pascal Paillard, je suis enseignant-chercheur à Polytech Nantes, où je fais mon enseignement donc dans le domaine du soudage, et ma recherche je la fais à l'Institut des matériaux Jean Roussel, où j'officie énormément donc dans tout ce qui est fabrication additive à partir de fils. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous présenter les fils qui peuvent être utilisés en fabrication additive, donc comment on les fabrique et comment on peut les utiliser. Voilà, donc je vais vous présenter maintenant le plan de mon cours. Donc je vais donc déjà faire en introduction une présentation des différences qu'on peut avoir avec la poudre et le fil. Je vous présenterai ensuite les procédés fil que vous allez pouvoir utiliser pour faire des pièces en fabrication additive, donc avec du fil. Je vous ferai un rapide détour sur la fabrication de fils. Quelles sont les nuances que l'on peut trouver sur le marché, aussi bien des nuances qui proviennent donc des fils de métal d'apport soudage, mais aussi des nouvelles nuances qui sont actuellement commercialisées pour spécialement la fabrication additive. Et enfin, je vous apporterai quelques conclusions. Voilà. Donc, lorsqu'on veut faire une pièce ici, donc vous avez une pièce à fabriquer ici, donc il y a plusieurs méthodes en fabrication additive. On peut faire donc dans un premier temps utiliser de la poudre. Donc ça, je pense que vous en entendrez parler dans un autre cours. Donc utiliser de la poudre. Alors l'exemple ici que j'ai donné, tout bêtement, c'est hop, je vais retirer mon laser. Tac. On voit ici donc une fabrication par projection de poudre et fusion laser, donc d'une pièce relativement un petit peu volumineuse. Ça permet généralement de donner des pièces qui ont des formes assez sympathiques, assez ajourées. Là ici c'est plutôt une pièce qui est fabriquée en SLM, donc en fusion lit poudre laser. Alors les avantages de la poudre, bien sûr il y en a. On peut obtenir, donc comme on le voit sur la pièce ici, des géométries relativement complexes, une très bonne précision dimensionnelle, et il y a généralement peu de parachèvement. Par contre, il y a quand même quelques inconvénients, c'est que le taux de dépôt est relativement faible. Les nuances accessibles, c'est-à-dire qu'il y a très peu de nuances accessibles, il faut faire refabriquer à chaque fois des poudres avec le coût que ça peut avoir. Et puis généralement, principalement aussi sur tout ce qui est lit de poudre, des pièces qui sont généralement faites de petites dimensions. Donc c'est pour cela que on peut utiliser aussi du fil, voilà, pour fabriquer ces pièces-là. On va voir qu'on n'aura pas forcément les mêmes pièces. Donc un exemple ici de fabrication avec, alors c'est en accéléré bien sûr, fabrication d'une pièce relativement volumineuse en WAM avec un procédé MAG. Donc on obtient généralement des pièces qui sont un peu plus massives, moins ajourées, c'est vrai, on peut les faire creuses mais moins ajourées, et qu'il faut souvent reprendre par de l'usinage, ce qui est montré ici. Les avantages, c'est qu'on va avoir cette fois-ci des taux de dépôt relativement élevés, puisqu'on va approcher les entre 5 et 8 kg par heure. On peut faire des pièces de grande dimension, et on a vu à Amsterdam a été fabriqué un pont, une passerelle au-dessus d'un canal, donc avec ce type de procédé là. Et puis on a beaucoup de nuances disponibles, puisqu'on peut utiliser les fils qui sont issus du monde du soudage. Alors bien sûr il y a quand même des inconvénients, tout n'est pas tout beau. Donc alors les géométries généralement sont beaucoup plus simples que ce qu'on peut avoir en fabrication additive avec la poudre. Ça nécessite souvent un parachèvement. Donc ici un usinage derrière par exemple, et puis c'est un procédé, donc les procédés fils, fabrication additive fils sont des procédés avec une beaucoup plus faible maturité. Donc on est sur des TRL 4 à 6, alors que les procédés avec la poudre, surtout sur lit de poudre, on est sur des procédés qui sont déjà dans l'industrie en fabrication. Donc maintenant je vais vous présenter les différents procédés qui peuvent utiliser pour la fabrication additive du fil comme métal d'apport. Donc en premier il s'agit de faire fondre le fil, l'amener de fil ici avec un faisceau d'électrons, donc c'est ce qu'on appelle le IBAM. Voilà. Ensuite vous avez au lieu de faire fondre avec un faisceau d'électrons, on fait fondre avec un faisceau laser, donc c'est exactement le même principe, donc c'est ce qu'on appellerait le VLAM. Et enfin on a les procédés où on va faire fondre le fil avec un arc. Alors un arc qui est un élément du métal d'apport en utilisant un procédé TIG, où on a une torche, une électrode à tungstène, un arc électrique
Et dans le bain de fusion, on venait le métal d'apport. Voilà. Et le dernier, c'est le fil d'apport sert aussi d'électrode et fond au fur et à mesure, il est vidé et fond au fur et à mesure. Et donc c'est ce qu'on appelle, donc c'est avec un procédé du type MAG. Et donc ces deux procédés-là sont généralement recouverts sous le terme générique WAM. Alors, comment on fabrique ces fils-là? Ces fils sont issus généralement de la sidérurgie, hein, donc classiquement, donc la sidérurgie, la fabrication classique des métaux. On a donc ici donc un synoptique global de fabrication depuis le métal liquide qu'on va mettre jusqu'à la fin ici ce qu'on appelle les fils machines qui sont des fils donc de fort diamètre qu'on n'utilise pas directement qu'il va falloir après donc tréfiler. Donc je vais prendre chaque étape ici les unes après les autres, les unes derrière les autres pour vous les spécifier un peu plus. Donc la première étape donc c'est l'étape de fusion ou dans un four à arc, donc on a donc 3 électrodes en graphite ici, ou donc qui vont pouvoir permettre de créer un arc et fondre ici donc le métal. Donc on met en fonction de ce que l'on veut comme alliage, on va mettre à l'intérieur donc les éléments d'alliage. Donc si c'est une base fer, on va partir sur de l'acier, une base nickel, du nickel. Généralement, on a au-dessus à la surface ce qu'on appelle un laitier, qui sont donc toutes les scories, les oxydes de surface, la vache qui permettent de protéger un petit peu ce laitier de l'oxydation de l'air, qui permet aussi d'éviter un peu tout ce qui est vaporisation. Voilà. Donc là, on va ajouter tous les éléments donc, qui vont constituer l'alliage. Voilà. C'est relativement classique. Une fois qu'on a donc ce métal à l'état liquide, on va la mettre dans ce qu'on appelle une poche de mise en nuance. Donc là, globalement, on va avoir dans une poche dans laquelle on va déjà contrôler la chimie. Généralement, par la spectro-étincelle, on vient des petits lingots de métal, donc à l'état liquide, on le fait solidifier, on fait de la spectro-étincelle et on regarde s'il manque un peu de chrome, un peu de nickel, un peu de tout ça. Et on va essayer de purifier aussi, donc purifier ce métal à l'état liquide, généralement par bullage. Un bullage d'oxygène, par exemple, si vous avez un acier qui a trop de carbone, vous faites buller de l'oxygène, ça va permettre de diminuer la teneur en carbone, l'oxygène va se combiner avec le carbone pour former du CO. On peut faire aussi buller de l'argon ou de l'azote, par exemple, quand on a d'oxygène, l'oxygène dans les aciers, on les aime pas trop parce que globalement c'est pas bon pour les résiliences. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va donc faire buller de l'argon qui par sursaturation en gaz va permettre de diminuer donc la teneur en oxygène. Donc là après donc l'avantage c'est que là maintenant notre métal à l'état liquide est à la bonne nuance. Donc maintenant il va falloir le passer à l'état solide. Donc c'est ce qu'on appelle la coulée et la solidification. Donc on vient couler le métal à l'état liquide qui est dans cette poche ici de coulée, dans ce qu'on appelle une lingotière. Donc c'est un espèce de moule mais sans fond. Le moule n'a pas de fond, donc on le voit ici. Et donc le métal à l'état liquide va passer par ce moule-là, donc à travers ce moule. Et donc là ici, comme on veut faire du fil, donc généralement le moule, ça va nous donner des cylindres. Donc ici, il y a bien un cylindre qui descend ici, puis après ici vous avez différents types de cylindres qui sont découpés. Donc on a des cylindres qui, au fur et à mesure, vont solidifier. Donc à l'état liquide ici, ça solidifie en pot, ça solidifie entièrement la matière et on finit par couper ici des tronçons. Généralement, soit c'est du coupage mécanique, soit du coupage oxyacétylénique, ça dépend ce qu'on veut, et pense surtout aussi des matériaux. Et on vient obtenir donc ces barres ici qui sont donc stockées. Donc ces barres donc qu'on appelle dans ces cas-là des billettes. Donc des billettes, donc c'est des barres métalliques qui sont ici. Qui font entre 10 et 20 cm de diamètre, ça dépend des matériaux, et environ une douzaine de mètres de longueur. Alors ensuite, ces billettes, il faut les diminuer en taille. Alors ça va dépendre bien sûr des types de matériaux, mais généralement quand on a des matériaux qui sont un peu résistants mécaniquement, on est obligé de les porter en température pour diminuer leurs propriétés mécaniques et pour pouvoir les mettre en forme. Donc ces billettes généralement elles sont laminées à chaud. Donc là ici on a donc des cages de laminage à chaud, donc les billettes rentrent ici donc à haute température dans la pièce, ils sont réchauffés dans un four, rentrent ici et sont donc laminés. Donc ici vous avez une série de 4 laminoirs qui permettent donc de diminuer. Donc ici vous avez les laminoirs, les moteurs qui sont là, qui permettent d'entraîner les laminoirs, et donc vous venez écraser donc le métal pour obtenir donc pour passer d'une billette à ce qu'on appelle donc un fil machine.
le fil machine. Donc la billette ici est 12 cm de long, de 12 mètres de long, et le fil machine, donc il a diminué en section, donc il fait entre 5 et 8 mm de section, et surtout il fait plusieurs centaines de mètres. C'est alors bien sûr en fonction des matériaux, on va pouvoir faire donc différents traitements après sur ces fils machines. Donc là ici on a les fils machines qui sont obtenus. On peut leur faire des traitements thermiques pour obtenir les bonnes propriétés méca, pour obtenir une homogénéité dans le fil machine, hein, puisque c'est un matériau qui a été, pour le faire, pourquoi pas recristalliser, puisqu'il a été déformé à chaud. On peut lui faire du décapage pour retirer, pourquoi pas, couches d'oxyde de surface qui ont été faites, donc du décapage qui est généralement du décapage chimique. Voilà. Et puis ben voilà, on a donc ensuite donc ce fil machine qui est prêt à être livré, donc au trifileur. Hein, donc c'est rarement le sidérurgiste qui fait le trifilage, donc qui est emballé, donc qui est livré, donc voilà. Alors bien sûr avec ce type de fil machine on peut faire différentes choses. On peut faire du fil, hein, mais c'est aussi utilisé par exemple pour faire de la poudre par fusion plasma. Donc voilà, donc si vous voulez faire, si vous achetez ce type de fil machine là, vous pouvez faire de la poudre et passer donc sur les autres procédés de fabrication additive avec utilisation de poudre, en faisant fondre donc à l'aide d'un plasma ce type de fil là et en projetant, donc on récupère ensuite les billes métalliques qui ont été formées. Voilà. Donc à partir donc chez le tréfileur, à partir de ce fil machine, donc le tréfileur va faire du fil. Donc pour cela, donc il utilise ce qu'on appelle des tréfileuses. Alors là, j'ai un film, je suis désolé, il part à l'envers, c'est-à-dire qu'on commence par le fil qui a été obtenu et on commence par le fil machine. Donc vous avez ici donc la fabrication, donc ici donc le fil machine qui arrive au fur et à mesure. Hein. Donc voilà, on le voit bien arriver. Donc là, il a le diamètre entre 1,5 et entre 1 et 1,5 diamètre. Donc un peu de publicité pour notre fabricant de machines chinois. Voilà, donc surtout ce qu'on va voir ici, c'est que le fil, au final, alors je vais vous le lire, hein, donc il est défilé à peu près à la fin à 15 mètres par seconde. Hein, voilà, donc il défile à 15 mètres par seconde. Donc on voit ici donc voilà les fameuses bobines qui permettent donc d'accumuler donc le fil. Hein, donc là on est sur le dernier tréfileur, donc le dernier ici. Donc on vient tréfiler ici donc le matériau. Donc ça on va laisser passer. Pas très intéressant. Voilà. Donc ici donc on voit donc on a le fil qui sort ici de la filière. Donc là on a les différentes filières. Donc avec ici donc à chaque fois le métal qui est donc le diamètre est diminué du fil. On voit même donc globalement c'est-à-dire que si le diamètre ici, alors dans ce sens il augmente, donc c'est-à-dire que les bobines ici tournent de plus en plus lentement. Hein. Donc on retrouve ici donc et voilà la première filière, donc avec une bobine qui tourne très lentement, hein, puisque là on est sur du gros diamètre. Hein, donc là ici c'est la première filière qui permet donc de passer donc du fil machine qui est ici, qui est dévidé, hein, à ce fil qui va diminuer au fur et à mesure donc en diamètre. Donc on est bien sur du tréfilage à froid, hein, donc on est sur du tréfilage à froid. Donc cela, ça va nous permettre comme ça donc d'obtenir donc ces fameux fils de diamètre. Alors les diamètres vont de 0,6 à 1,6. Hein. Donc c'est des diamètres normalisés. Ceux qui sont le plus utilisés en fabrication additive, c'est plutôt entre 0,8 et 1,2. Voilà. Avec des difficultés, hein, le 1,6, on va avoir du mal à le sortir à peu près droit, puisqu'il va être relativement, parce qu'il est livré sous forme de bobine, hein, donc on a du mal à le maintenir droit. Et le 0,6 étant très fin, on a du mal généralement il est très fragile, et des fois il perce aussi les gaines, donc c'est pas l'idéal. Alors, la nature des fils qu'on peut avoir maintenant cette fois-ci, donc la composition, une fois qu'on a ce fil là, donc on a différentes natures. Hein, donc alors ça c'est simple, hein, c'est issu principalement de ce que l'on peut trouver dans le monde du soudage. Donc on va trouver des aciers non alliés, donc des aciers, bon, en gros c'est du fer avec un peu de carbone, puis un petit peu d'éléments d'alliage, mais très peu. C'est principalement des aciers qui sont utilisés pour leur résistance mécanique. Alors pas des résistances mécaniques extrêmes, hein, on va dire c'est l'acier de base, voilà. Ensuite, on peut trouver donc ce qu'on appelle les aciers faiblement alliés, où là, donc, on va mettre donc des éléments d'alliage, donc du fer, du carbone, ça c'est le minimum, et puis on mettra un petit peu de manganèse, un petit peu de chrome, un petit peu donc des choses comme ça pour obtenir donc des résistances mécaniques classiques,
des résistances mécaniques classiques, des aciers à haute résistance mécanique, il suffit de rajouter d'autres éléments d'alliage, plus vous rajoutez, pour ceux qui ont un peu une formation métallurgiste, plus vous rajoutez d'éléments d'alliage, plus vous allez augmenter les propriétés mécaniques du matériau. On peut aussi avoir de la résistance à la corrosion atmosphérique, donc c'est des aciers un peu spécifiques dans lesquels on va trouver du cuivre par exemple, et c'est ce qu'on appelle les aciers Corten, qui vont résister à la corrosion atmosphérique, c'est des aciers qui vont se patiner, qui forment une couche de patine en surface. Si vous rajoutez dans ces aciers-là du nickel, par exemple, donc un certain pourcentage de nickel, vous allez retrouver avec des matériaux qu'on va pouvoir utiliser à basse température, c'est-à-dire qui gardent des propriétés ductiles à basse température. Et puis au contraire, des fois on a besoin, par exemple dans une chaudière, dans un four, on a besoin d'acier qu'on va utiliser à haute température, donc ils doivent garder leurs propriétés mécaniques à haute température. Généralement, c'est ce qu'on appelle les aciers au chrome molybdène, donc dans lesquels on va rajouter donc un peu de chrome, un peu de molybdène qui vont lui permettre de résister par exemple au fluage. Voilà. On trouve après donc les aciers fortement alliés. Donc c'est-à-dire que là, la différence entre un faiblement allié et un fortement allié, c'est qu'il y a plus de 5% d'éléments d'addition dans ces aciers fortement alliés. Donc les plus connus sont les aciers inoxydables, qui en fonction des éléments d'alliage qu'on va mettre dedans peuvent être différentes structures. Ferritiques, principalement, ça résiste à la corrosion, ça a des bonnes propriétés mécaniques. Austenitique, ça résiste bien à la corrosion, par contre au niveau des propriétés mécaniques, c'est pas super. Par contre la mise en forme est facile à faire. Les aciers martensitiques, c'est des aciers qui sont très durs, et qui résistent à la corrosion. Et puis vous avez les aciers duplex qui eux sont alors bien sûr les plus chers, mais qui sont aussi les aciers duplex, c'est-à-dire qui sont austénoferritiques, il y a moitié de la structure ferritique, moitié de la structure austénitique, qui vont très bien résister à la corrosion, qui vont avoir des très bonnes propriétés mécaniques et qui vont garder donc une très bonne ductilité de matériau, donc une mise en forme facile. On a aussi les aciers dits réfractaires, c'est des aciers qu'on va pouvoir utiliser qui restent inoxydables à haute température. Et puis après, il y a les autres types d'alliages, les alliages à base de nickel. Donc on va retrouver, c'est les Inconel, des choses comme ça, qu'on va retrouver par exemple dans des moteurs d'avion. On a tout ce qui est alliage d'aluminium. Voilà, donc pareil, donc des fils. Et puis on a les alliages à base de cuivre, donc avec les différentes nuances, du cuivre pur. Quand vous mélangez du cuivre avec de l'étain, ça fait du bronze. Les cupro-aluminium, les cupro-silicium, les cupro-nickel. Tout ça, on va trouver ça sous forme de fil. Et puis enfin, on trouvera donc des alliages aussi à base titane. Vous voyez, donc on a une gamme très importante, sachant qu'après dans chaque nuances, par exemple pour les aciers austénitiques, on va en trouver peut-être une dizaine de nuances différentes, donc on va retrouver énormément de matériaux. Donc ici je vais vous faire voir donc quelques fiches matériaux de fils qu'on peut retrouver donc sous forme dans des catalogues. Alors là j'ai pris des fils qui sont fabriqués par ESAB, donc vous verrez, mais vous trouvez ça chez Air Liquide Welding, EWM, chacun fabrique donc ces aciers. Donc ici c'est un acier donc allié à très haute résistance mécanique. Donc on va retrouver, donc il a un nom commercial, et voilà sa fiche produit. Donc ce qu'on voit, donc c'est bien un acier à très haute résistance mécanique, puisque vous avez une limite d'élasticité de 810 MPa, une résistance à l'attraction de 900 MPa, et quand même un allongement rupture qui est quand même pas négligeable, de 18%. Bien sûr, ça c'est sur du brut de dépôt, donc non traité thermiquement après. L'avantage de ce matériau-là, donc dont vous avez ici la composition chimique, donc en gros c'est du fer, un peu de nickel, du molybdène et un petit peu de chrome. Et puis donc vous avez donc ce matériau là qui va garder quand même des bonnes propriétés mécaniques même à basse température. Donc vous voyez, donc à moins 40 on a encore une résilience de 55 joules, donc suite à un essai Charpy. Et on vous donne souvent aussi donc la composition du fil qu'a conçu donc le sidérurgiste. Et on fait souvent aussi une analyse donc du métal déposé, puisque souvent on a de la vaporisation, on a des éléments d'alliage qui peuvent se vaporiser. Donc on voit ici, on a perdu en manganèse, on a perdu en silicium, on a gagné un peu en nickel, ça c'est la balance, et on a perdu un petit peu en chrome, et on a gagné aussi en molybdène. Donc il y a des éléments qui se volatilisent plus ou moins. Voilà, donc ça c'est vraiment la composition chimique de l'alliage. Donc là c'était sur un acier donc à haute résistance. On trouve exactement la même chose sur des aciers inoxydables austénitiques, donc ce qu'on appelle le 308 LSI. Alors vous voyez, donc les fils on peut les trouver sous forme de bobines.
Alors des toutes petites bobines hein, de quelques kilos jusqu'à des bobines, alors si c'est de l'inox ça fait 18 kilos, hein, ce type de bobine là, différents types de bobinage, hein, donc en fonction de la quantité que vous voulez utiliser. Donc pareil sur ce matériau là on a donc la même chose, hein, les conductions, c'est un acier inoxydable cinétique, hein, les propriétés mécaniques c'est pas l'idéal. Hein. Donc là ici vous avez donc les propriétés mécaniques brut de soudage et puis après testé à haute température, plus haute température, donc voilà. Donc on garde de l'allongement sur ce matériau là. Et puis pareil, donc c'est un acier inoxydable cinétique qui contient du fer bien sûr, du chrome, du nickel et puis quelques autres éléments d'alliage. Voilà. On peut trouver bien sûr des alliages de nickel, donc dans d'autres types de bobines. Donc voilà, donc pareil, hein, donc des alliages de nickel. Donc cette fois-ci, donc le nickel c'est la balance. Donc c'est des matériaux type un Connell, hein, donc des bases nickel chrome. Voilà, donc avec la même chose, avec leurs propriétés mécaniques. Hein. Un allongement relativement important et puis donc des propriétés mécaniques correctes vu l'allongement. Généralement, quand vous augmentez les propriétés mécaniques, vous avez l'allongement qui diminue. Voilà. On peut trouver aussi des alliages d'aluminium. Alors là, pareil aussi, je vous ai mis, donc je vous ai parlé tout à l'heure de bobines de quelques dizaines d'une dizaine de kilos. On peut trouver aussi pour des applications où on a donc des grosses quantités, des grosses pièces à faire. Hein. C'est l'avantage du fil, c'est qu'on peut faire des grosses pièces. On peut utiliser ici donc ce qu'ils appellent des packs, hein, donc qui sont donc des fûts de métal d'apport. Donc le métal d'apport est enroulé à l'intérieur, hein, et ça fait à peu près 200 kg. Voilà, donc ça équivaut à peu près à une dizaine de bobines comme celle-ci. Donc ça fait beaucoup moins de changements de bobines à faire. Donc là pareil, donc un alliage d'aluminium. Alors là on est plus léger parce que c'est de l'aluminium. Alors bien sûr l'aluminium, hein, ici on est sur une série 5000. Série 5000 c'est des aluminium magnésium. Donc, vous voyez, donc l'élément d'alliage principal c'est le magnésium. Voilà. Et donc bien sûr c'est pas connu pour ses grandes propriétés mécaniques, hein, mais c'est surtout utilisé pour sa grande légèreté dans les matériaux. Je reviendrai sur ces alliages d'aluminium dans l'exemple que je vous donnerai à la fin. Voilà. Alors bien sûr, vous avez donc donc là on était sur des gammes de matériaux de fils issus du monde du soudage. On a donc des sociétés qui développent de plus en plus des fils spécifiques pour la fabrication additive métallique. Donc c'est le cas de la société Boller Welding, hein, donc West Alpine, donc qui a donc développé un catalogue. Donc ici, donc c'est ce qu'ils appellent les nuances 3D print. AM, donc, tout est dans le nom, hein. Impression 3D, additive manufacturing, hein, voilà, donc avec des numéros derrière, donc qui correspondent donc aux différents matériaux. Donc pareil, ils ont donc développé, alors je reviendrai donc la différence entre ces matériaux là et les matériaux qu'on pourrait trouver précédemment pour utiliser pour le soudage. Donc des aciers non alliés, des aciers faiblement alliés, des aciers donc chromolybdène qui vont résister donc au fluage, des aciers inoxydables austénitiques, des aciers inoxydables duplex, on retrouve la même chose, hein, des aciers inoxydables martensitique, ferritiques, on a même des aciers du type 17,4 pH, des aciers inoxydables martensitique à durcissement structural, des inconels, des alliages d'aluminium, alors des alliages d'aluminium spécifiques, hein, vous voyez, donc on a ici donc un alliage de la série 2000, hein, donc on ne trouve pas en fil d'apport pour le soudage par exemple, des alliages de cuivre et des alliages de titane par exemple comme le TA6V. Alors c'est quoi la différence avec ces bobines de fil que vous achèteriez, donc des spéciales 3D print AM chez Boller par rapport à ce qu'on pourrait trouver pour le soudage? Bah, c'est que globalement l'avantage donc c'est donc on peut trouver dans ces cas-là des nuances non disponibles en fil d'apport pour le soudage. En effet, donc vous avez vu dans la liste on avait du 304L. Or on ne trouve pas de 304L dans en métal d'apport pour le soudage, puisque pour souder des tôles en 304L, ça, les tôles en 304L, on les trouve, on utilise un 308 SI, donc un alliage qui est un peu plus chargé en silicium que le 304L. Alors pourquoi on met du silicium en plus? C'est simple, pour éviter l'oxydation du 304L. Hein. En gros, si l'oxygène pénètre dans le 304L, vous perdez en résilience. Voilà. Or, le 304L, ce qu'on aime bien, c'est qu'il a une résilience qui est très élevée à toute température. Voilà. Donc ça c'est et puis pareil aussi, hein, donc les séries 2000, quand on soude un alliage en série 2000, on le soude pas on le soude pas ce qu'on appelle en autogène, on le soude en hétérogène, puisque on sait que les séries 2000, et ça je reviendrai dessus sur mon exemple à la fin, alors ça sera pas sur un 2000 mais un 6000, mais ça sera la même chose, a une tendance à fissurer à chaud.
Donc en gros, vous prenez 2 tôles d'acier série 2000, vous essayez de les souder ensemble avec un métal d'apport série 2000, ça va fissurer à chaud. Donc là, c'est pareil, ils ont donc développé des séries un peu spécifiques qu'on ne trouve pas dans le commerce pour le soudage. Pareil, il faut que les matériaux soient tolérants avec des vitesses de refroidissement lentes et des fortes énergies, puisque quand vous faites de la fabrication, quand vous faites un cordon de soudure, vous faites un cordon de soudure et après la pièce refroidit. Lorsque vous faites de la fabrication additive fil, vous allez empiler des tas de cordons les uns sur les autres, et ce qui va faire donc entraîner donc des fortes énergies accumulées dans la pièce et des refroidissements qui sont relativement lents. Donc globalement, il faut que votre matériau il puisse résister à la chaleur qui est apportée, qu'il n'y ait pas de grossissement de grains, parce qu'on sait pertinemment, pour ceux qui font un peu de métallurgie, grossissement de grains entraîne perte de propriétés mécaniques, par exemple diminution de la limite d'élasticité. Il faut bien sûr aussi avoir des matériaux qui sont non sensibles à un très grand nombre de cycles thermiques. Vous avez vu tout à l'heure quand je vous présentais la fabrication de cette pièce en WAM, quand je vous disais la différence entre la poudre et le fil, vous avez vu, donc des couches, il y en a énormément qui sont déposées, et donc à chaque fois c'est un cycle thermique ça. Donc voilà, donc il faut que votre matériau soit insensible aux cycles thermiques successifs qu'il va subir. Pareil aussi, il faut, alors ça c'est valable aussi pour le soudage, c'est à peu près pour tout le monde, donc le matériau doit être susceptible de subir aussi des cycles thermiques post-dépôt, donc par exemple des traitements de détorsionnement pour diminuer les contraintes résiduelles qui ont pu être entraînées, donc induites dans le matériau. Il faut aussi une grande stabilité de l'arc, de l'arc électrique, il y a une petite faute d'orthographe, je suis désolé, de l'arc électrique, donc ça c'est un des problèmes, donc il faut faire attention à ça. Il faut aussi avoir une faible usure des tubes contact en MIG-MAG et des gaines. Vous avez un fil qui va dévider pendant très très longtemps, donc au niveau du tube contact et des gaines. Si le tube contact s'use rapidement, il va falloir le changer. Changer, c'est-à-dire arrêter la production, donc c'est-à-dire arrêter la fabrication de la pièce. Donc voilà, donc l'idéal c'est pour une pièce ne pas avoir à changer de tube contact. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. Donc généralement, alors ça c'est valable pour les aciers. On vient généralement pour améliorer, avoir une grande stabilité de l'arc et diminuer l'usure des tubes contact. On vient ce qu'on appelle cuivrer le fil, donc on vient faire un dépôt micrométrique de cuivre sur le fil pour améliorer le contact électrique et diminuer, donc le cuivre il est auto-lubrifiant, et diminuer aussi l'usure des tubes contact. Donc on voit ici, donc ça c'est un fil ordinaire de soudage, et là on a un fil par exemple chez Böhler, un film 3D print, voilà, donc où on a donc un meilleur, et puis pareil aussi pour améliorer la stabilité de l'arc, donc le dévidage du fil et qui est moins d'usure de fil de dégaine donc dans la torche. On assure aussi un meilleur bobinage, on voit ici, donc c'est un bobinage classique soudage. Bon, les fils sont bien rangés, c'est quand même pas en vrac, mais on voit que ici sur les fils 3D print de chez Böhler, on a un meilleur rangement des spires les unes à côté des autres. Voilà. Alors par contre, attention, ces matériaux-là, il faut faire attention parce que ils sont forcément beaucoup plus chers. Donc des fois, il y a un facteur 2 entre le fil de soudage classique et le fil de 3D print. Donc, voilà. Alors quelques maintenant aussi données pour améliorer aussi la qualité des dépôts. Donc cette fois-ci, donc c'est joué pourquoi pas sur la chimie du matériau. Donc là, c'est une étude qui a été faite donc par Aperam. Où donc c'est sur un alliage fer-nickel 36, donc c'est un invar, où dans lequel ils ont rajouté, alors donc c'est un fer-nickel 36 qu'on peut par exemple soudage classique, quelques cordons à fer, ça ne nous dérange pas trop s'il y a des problèmes, parce qu'on va en faire que quelques cordons. Par contre, si on veut faire une pièce en invar globalement, il peut y avoir des problèmes. Donc on a donc rajouté un élément d'alliage réfractaire. Donc on est toujours sur un taux de dépôt, alors c'est les mêmes énergies de soudage, donc on a deux alliages, vous allez voir, avec un même taux de dépôt, donc on est à peu près avec 4,7 kg par heure, et un temps de pause entre chaque couche de 15 secondes. Voilà ce qui se passe si on prend le fil A, donc c'est le fil fer-nickel 36, qui n'a pas l'élément réfractaire. On a un effondrement qui apparaît, ici on voit ici donc l'effondrement, la matière coule, c'est-à-dire qu'elle est trop liquide, il y a trop d'énergie accumulée dans la pièce, donc on voit on a quand même des cordons qui sont relativement larges. Au bout de la 6e passe, voilà, au bout de la 6e passe, ici on a le métal qui s'écoule, donc globalement, puis après ça continue, la 6e, la 7e, la 8e, et ainsi de suite, ça s'écoule tout le temps parce qu'on a une accumulation d'énergie. Et donc voilà, donc alors en plus on a mesuré, donc ça s'écoule jusqu'à pratiquement 600 degrés Celsius, donc voilà, donc c'est la chaleur accumulée qui vient écouler. Et si on prend le même type d'alliage, fer-nickel 36, mais dans lequel on a mis cette fois-ci un élément réfractaire, qui est représenté ici par le X,
On a un effondrement uniquement au bout de la 15e passe. Donc à plus haute température, la pièce est à plus haute température. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, alors on pourrait faire une pièce avec cet alliage-là, sans difficulté, sauf qu'il faudrait jouer sur le temps de pause entre les passes. Il faudrait attendre que la chaleur s'évacue. Donc on fait par exemple 5 passes, on attend quelques minutes, la pièce refroidit, et on peut reprendre en refaisant quelques passes. Voilà. Sauf que au niveau productivité, on n'est pas bon. Voilà. Alors que là, ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va faire le temps de pause, on sera obligé de le mettre à un moment ou à un autre, puisqu'on va avoir un effondrement. Par contre, si vous voyez, entre les deux, on a doublé la productivité. Le temps de pause, au lieu d'être toutes les 5 passes, on va le faire toutes les, alors même 3 fois, toutes les 14 passes à peu près. Voilà, donc ça c'est l'avantage, d'accord, de ce système-là. Voilà. On peut aussi jouer aussi sur les qualités donc des pièces. On obtient des pièces correctes. Donc là ici c'est sur un Inconel 625. Donc on a deux alliages modèles. Donc nickel, chrome, molybdène. Donc un Inconel 625 classique. Mais en jouant un peu sur les quelques éléments d'alliage qui traînent en dehors du nickel, du chrome et du molybdène, on peut avoir, donc si on ne fait pas attention, dans la zone fondue, donc dans la zone déposée, ce qu'on appelle des structures de solidification riches en phases interdendritiques. Les phases interdendritiques, c'est ces phases blanches-là. Or, le problème, c'est lorsqu'on a ces types de phases interdendritiques, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, quand on fait des essais choc Sharpie, par exemple, on obtient de la rupture fragile, donc la rupture interdendritique, ça c'est facile, donc voilà, dans ces phases fragiles. Et donc on voit ici, on a une résilience qui est relativement faible, de 20 joules par centimètre carré. Voilà. En jouant un peu sur les alliages, qu'est-ce qui va se passer? On va retrouver donc ces mêmes matériaux, on est toujours sur un Inconel 625. Par contre, donc cet Inconel 625 ne contient plus du tout ces phases interdendritiques. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va faire les essais donc, de propriétés mécaniques? On voit que ici sur le faciès de rupture, suite à un essai Sharpie, on a donc une rupture en cupule du type ductile et une résilience qui est très très élevée encore. Voilà. Donc là, on va jouer aussi pareil sur les éléments d'alliage pour garder des propriétés mécaniques suivantes. Donc globalement, ça c'est un alliage, pourquoi pas, qu'on pourra utiliser dans un matériau qui n'est pas sensible à la rupture fragile, où il n'y a pas de choc. Par contre, si c'est une pièce qui veut en Inconel qui doit subir des chocs, il faudra plutôt travailler sur ce matériau-là. Voilà, donc j'en ai fini, donc je vais conclure donc avec ce cours, donc en vous disant donc déjà que donc il existe un très grand nombre de nuances de fils sur les étagères. C'est principalement tous les fils qui sont issus du domaine du soudage que l'on peut facilement utiliser pour faire des pièces. Donc ça c'est l'avantage. Donc on a pour les nuances qu'on ne peut pas trouver, possibilité de faire tréfiler des fils à moindre coût. Je vous disais tout à l'heure, on a fait tréfiler des alliages aluminium par FSH. Finalement, le coût de la bobine, c'était 500 €. Donc on avait un coût de 500 € pour une bobine. Donc on n'est pas beaucoup plus cher qu'un fil de métal d'apport qu'on pourrait acheter. Voilà, donc ça c'est l'avantage. Il y a de plus en plus de fabricants qui vont développer des gammes spécifiques de fabrication additive, donc avec des compositions chimiques beaucoup plus serrées, un tréfilage spécifique, un traitement de surface des fils spécifique, un bobinage spécifique. Voilà, donc là c'est l'avantage. Et ensuite, donc, on a aussi donc, de plus en plus de développement en laboratoire d'alliages spécifiques pour la fabrication additive. Par exemple, pour avoir une diminution des risques de fissuration, que ce soit la fissuration à chaud, la fissuration à froid, pour les acides donc un peu trempants par exemple, et une augmentation, pourquoi pas, des propriétés d'utilisation. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc ici, donc vous avez un système donc de conception d'alliage via l'intelligence artificielle. Donc on prend un alliage de composition basique. On va, grâce à du machine learning, donc de la fouille de données, des logiciels du type thermodynamique, donc de thermodynamique, et des logiciels de propriété d'ailes physiques, donc mécanique, physique, comme vous voulez, pouvoir déterminer quels sont les éléments d'alliage qu'il faut rajouter pour faire les meilleurs alliages. Donc on va pouvoir classifier les alliages, et à partir des meilleurs alliages, on va les repasser dans la moulinette, donc sur une optimisation multi-objective pour pouvoir toujours augmenter donc le meilleur alliage. Et au final, on aura cet alliage là, donc qui a été conçu par ordinateur.
on va fabriquer l'alliage et ensuite on va le tester en fabrication additive. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous retrouverai donc au cours entre 3 et 5 mai pour savoir si vous avez des questions à me poser ou des commentaires à faire. Voilà, je vous remercie beaucoup.